africaine des États-Unis est-elle crédible aujourd'hui? De prime abord, on serait tenté de dire que c'est l'âge d'or entre l'Afrique et l'Amérique. Depuis quelques semaines, on observe, à travers l'Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest, un ballet diplomatique américain. Des diplomates qui, avec le sourire, la bonhomie, la bienveillance, informent les dirigeants et les opinions africaines de la volonté du gouvernement du président Donald Trump d'initier un renouveau diplomatique avec les Africains. Ce renouveau diplomatique consisterait, désormais, en une diplomatie américaine respectueuse de la souveraineté des Africains. Une diplomatie américaine qui ne serait plus tributaire de la logique d'ingérence, de paternalisme, de condescendance qu'on lui a connue depuis maintenant plusieurs siècles, on peut dire. En effet, ces diplomates américains, qu'on a vus notamment dans les 3 principales capitales de l'Alliance des États du Sahel, semblent souffler un air nouveau. Et tout nouveau, dit le dicton, tout beau. On serait tenté, en effet, de croire que la diplomatie américaine en Afrique est désormais crédible. Pourtant, ce serait avoir la mémoire un peu courte. Il y a 5 raisons pour lesquelles cette diplomatie peine à convaincre les Africains les plus avisés. La première raison relève de l'histoire. Lisez le grand livre du docteur Eric Williams, Capitalism and Slavery. Dans ce livre, Eric Williams explique que la puissance américaine a été construite sur l'exploitation barbare, sauvage et criminelle des peuples noirs, après l'extermination massive des populations autochtones du continent américain qu'on a appelé abusivement les Indiens. Eric Williams explique à merveille dans ce livre que l'Amérique a, pour ainsi dire, une blessure originelle qui n'a jamais été soignée, c'est le racisme anti-africain. Vous le voyez encore aujourd'hui, les épisodes de George Floyd sont de coutume. Pourquoi? Parce que dans ce pays, le mythe de la supériorité raciale blanche sur les populations rouges, latino-américaines et notamment les populations africaines, ce mythe n'a toujours pas été vaincu. Donc l'Amérique peut-elle rénover sa diplomatie avec l'Afrique alors que l'Afrique en Amérique n'est pas encore libre, alors que les Africains américains ne sont pas encore véritablement libres? Jesse Jackson vient de partir, Martin Luther King est parti. Mais les Noirs américains ne sont pas encore pleinement reconnus et respectés au quotidien aux États-Unis comme des citoyens. Et cela se voit également, vous le voyez, dans la politique d'immigration des États-Unis envers des tas de pays africains qui se voient du jour au lendemain privés de visa d'entrée aux États-Unis avec une facilité désinvoltante qui, en réalité, témoigne de cet ancrage dans le racisme négrier. La deuxième raison pour laquelle ce renouveau diplomatique, américain en Afrique ne convainc pas beaucoup, c'est le mépris du droit international qui a été ouvertement proclamé par le président Donald Trump. Il a dit que le droit international n'avait aucune valeur pour lui et qu'il se référait uniquement à sa propre conscience subjective. Comment des diplomates peuvent-ils convaincre les Africains du renouveau diplomatique américain lorsque le chef de l'État américain proclame la mort du droit international, qui est pourtant le seul cadre dans lequel, malgré ses imperfections, des relations internationales soient pensables? Il y a une troisième raison. Et là, je vous renvoie au beau livre de Daniel Ganser, Les guerres illégales de l'OTAN. La troisième raison pour laquelle les Africains sont loin de croire en ce renouveau diplomatique, c'est l'histoire des guerres illégales américaines infligées à toute la planète. Pas seulement au Vietnam, pas seulement en Amérique latine, au Chili, en Colombie, pas seulement au Panama, pas seulement au Venezuela, pas seulement au Mexique, d'accord? Mais également en Irak, mais également en Serbie, mais également en Libye, mais également en Syrie, et on le voit aujourd'hui en Iran. Comment une nation qui a pris pour tradition d'agresser de façon sauvage tous les pays qui détiennent des matières premières stratégiques qu'elle convoite peut convaincre diplomatiquement les Africains qu'elle est sur le renouveau? Il y a une troisième raison qui n'est pas moins importante. C'est la question du rôle, des États-Unis
dans l'équilibre international de l'énergie. On voit très bien que les États-Unis ne sont pas prêts à accepter que la question énergétique internationale soit gérée dans le cadre d'un monde multipolaire avec plusieurs centres de décision, avec des compromis, des négociations, avec le respect mutuel des revendications et des intérêts vitaux. On voit par exemple que derrière l'Agence internationale de l'énergie atomique, les États-Unis essayent de contrôler la circulation de l'énergie sur toute la Terre, distribuant les bons et les mauvais points, à qui a droit à ceci, à qui n'a pas droit à cela. L'accaparement des ressources d'énergie sur la Terre est loin de rassurer les Africains qui savent qu'ils sont pourtant le continent le plus riche en matières premières. Il y a, quatrièmement, l'ingérence diplomatique massive des Américains dans les affaires internationales. Alors qu'on ne peut pas juger les citoyens américains à la Cour pénale internationale, à la Cour internationale de justice, alors qu'on ne peut même pas les juger dans les tribunaux internationaux pourtant reconnus par les institutions politiques de droit international, les États-Unis, quant à eux, s'arrogent le droit de décider qui a raison et qui a tort en matière de justice intérieure de plusieurs États. On a vu le président Trump, par exemple, en dernière date, prétendre qu'il avait son mot à dire sur le choix du dirigeant de la République islamique d'Iran. Tout simplement scandaleux. Et ce sont des messages qui percutent les oreilles des Africains et qui leur disent « ces gens-là n'ont pas changé ». Il y a une cinquième raison, c'est le refus des États-Unis d'Amérique de considérer le dialogue, la négociation, le compromis comme étant les meilleures façons de coopérer à l'international. C'est cette volonté de dictat permanent et unilatéral dans toutes les matières, sur toutes les questions, et notamment sur les questions financières, économiques et énergétiques, qui ont achevé de doucher l'espoir d'un renouveau des relations diplomatiques afro-américaines. Si les États-Unis veulent de nouvelles relations diplomatiques, ils doivent clairement changer de pratique politique intérieure et extérieure. La seconde question que je voudrais aborder dans cet échiquier africain du 13 mars 2026, c'est la question de l'admiration que l'opinion africaine a pour la résistance iranienne. Pourquoi l'Afrique admire-t-elle aujourd'hui l'Iran? On pourrait être tenté d'expliquer, la mobilisation massive des opinions africaines en faveur de l'Iran par le seul facteur affectif, par le désir de vengeance, le ressentiment africain, l'aigreur. Vous savez, bien souvent, on essaye d'enfermer les Africains dans l'émotion. Senghor n'a-t-il pas dit que l'émotion était nègre et que la raison était hellène? Et c'est devenu un poncif, là, c'est une tradition dans la presse internationale occidentale et même dans ses succédanés africains, de gérer les réactions des opinions africaines à partir du critère purement émotionnel. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en réalité, il y a des raisons profondes pour lesquelles les Africains, les masses africaines actuelles admirent la révolution iranienne. La première raison, c'est que l'Iran nous donne à voir une nation enracinée dans une tradition. C'est une civilisation ancienne et en même temps mosaïque, comme la civilisation africaine. Les Iraniens ont refusé d'abandonner leurs valeurs de civilisation. Ils ont refusé d'abandonner la grandeur de la Perse au piétinement des siècles actuels. L'Afrique elle-même est dans ce mouvement de renaissance culturelle, d'où cette admiration. Deuxième élément important, l'Iran est une mosaïque culturelle et j'insiste là-dessus. Il n'y a pas que des Perses en Iran, il y a également des Juifs, il y a également des Iraniens noirs. On n'en a pas beaucoup parlé, les Irano-Africains. Il y a des populations qui sont vraiment fait du melting pot de l'Asie centrale et du Moyen-Orient qui composent ce grand peuple, perché très haut sur les montagnes, dans un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés, 1,6 million et plus, l'Iran. Donc l'Afrique est admiratrice de l'Iran parce que l'Iran est une synthèse réussie, une synthèse harmonieuse. Et l'Afrique elle-même, dans sa richesse intérieure, est faite d'une diversité de sous-civilisations unies par les traits fondamentaux de la Mahat, vérité, justice, solidarité. La troisième raison, c'est que l'Iran est un État de droit inspiré d'une forme de régime politique qui n'est pas une copie de la démocratie libérale occidentale. Les Africains sont en train de reconstituer des modèles de régime politique qui ne soient pas des copies des républiques occidentales issues du processus colonial et néocolonial. L'Iran a un régime théocratique, on pourrait parler d'un régime théodémocratique original, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au régime pyramidaux africain inspiré par exemple de la grande civilisation négro-égyptienne de l'Antiquité. On admire l'Iran à cause de cette originalité politique, un État de droit
qui n'est pas une pâle copie des démocraties occidentales. Il y a une raison supplémentaire pour laquelle on admire l'Iran. C'est que c'est une civilisation de la science et de la technologie. L'Iran forme à lui tout seul plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis en cette année 2026. C'est un pays qui a bâti sa foi en sa civilisation sur la maîtrise de la science et de la technique. Et enfin, ce n'est pas une raison négligeable, la résilience militaire, la résilience sécuritaire de l'Iran, bâtie sur sa puissance technologique et scientifique, est une source d'admiration pour les Africains en lutte contre l'impérial terrorisme et qui ont besoin eux aussi de former non seulement suffisamment leur élite, leur jeune génération à la maîtrise des artefacts, à la maîtrise des grands enjeux de la sécurité et de la défense planétaire, mais l'Afrique qui est en processus de récupération de sa souveraineté ne peut être qu'admirative de la résistance iranienne qui, on l'a vu, en 2025 et maintenant en 2026, sur le terrain de la défense, de la légitime défense militaire, est en train d'infliger des défaites historiques à l'impérialisme sioniste israélo-américain. Telles sont les raisons, entre autres, pour lesquelles, très clairement, les Africains sont inspirés par la révolution iranienne. Enfin, la dernière question de cette émission. L'Afrique a-t-elle intérêt à maîtriser l'énergie nucléaire sous toutes ses formes? D'une certaine façon, nous mettons les pieds dans le plat. Il semble que la question nucléaire soit un tabou. On ne doit pas en parler. Quand on en parle, les grandes puissances impérialistes, néocolonialistes, les grandes puissances occidentales et leurs proxies se mettent à rouler des grands yeux, à menacer, à intimider, à avertir, à lancer des ultimatums, à promettre des sanctions. La question nucléaire est pourtant une question qui concerne tous les habitants de la Terre, car l'énergie nucléaire fait partie des dons que la création a mis à la disposition de l'homme. Alors, la question est la suivante. L'Afrique a-t-elle intérêt à maîtriser l'énergie nucléaire sous toutes ses formes? D'abord, d'un point de vue pratique, le nucléaire civil. Tout le monde voit que le nucléaire civil procure un taux considérable d'énergie à moindre prix. Le nucléaire civil, peut permettre à l'Afrique de rattraper son retard en production d'énergie. Tout le monde sait le lien qu'il y a entre la production de l'énergie et le développement industriel. Donc, en fait, c'est tout banal de constater que si l'Afrique ne parvient pas à maîtriser l'énergie nucléaire, elle ne va pas rattraper son retard en production d'énergie nécessaire à son développement. C'est quitte ou double, c'est marche ou crève. Soit l'Afrique maîtrise l'énergie nucléaire et dans ce cas, elle est capable de se développer, soit l'Afrique ne la maîtrise pas et elle sera condamnée à être incapable de se développer, c'est-à-dire de satisfaire aux aspirations les plus légitimes de ces jeunes populations. Mais il y a l'autre dimension du nucléaire, c'est le nucléaire militaire. Et tout le monde sait que dès lors qu'un pays, dès lors qu'une puissance dans ce monde possède l'énergie nucléaire, on ne se permet plus de l'attaquer n'importe comment. Si la Corée du Nord n'a pas été attaquée à ce jour, ouvertement, par la coalition impérialiste occidentale, si la Chine n'est pas ouvertement attaquée, si la Fédération de Russie n'est pas ouvertement et directement attaquée par la coalition impérialiste occidentale, c'est parce que ces pays possèdent l'énergie nucléaire. On sait donc que l'énergie nucléaire joue un rôle fondamental dans la dissuasion internationale. Et l'Afrique est, depuis 600 ans, le continent le plus attaqué au monde. C'est le continent le plus convoité au monde. C'est le continent le plus brimé, le continent le plus écrasé. Quoi de plus normal que les puissances africaines en émergence se donnent les moyens de la maîtrise non seulement du nucléaire civil, mais également du nucléaire militaire. Le nucléaire militaire est incontestablement une condition de la souveraineté planétaire. Les Africains ne sont pas des sous-hommes. Ils ne sont pas moins importants que les hommes du continent américain, du continent européen ou du continent asiatique, qui, quant à eux, bénéficient largement désormais du bouclier nucléaire. L'heure de l'Afrique est en train de sonner et elle ne pourra pas se priver du droit souverain d'accéder à la maîtrise du nucléaire civil et à la maîtrise du nucléaire militaire. Là encore, l'Iran a mis fin au mythe de la décidabilité occidentale sur cette question.